Bon, bonjour. Il est 10h05, on commence ce webinaire. Alors, c'est Badr Benjeloun. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle conférence du mois de février de la série de webinaires de l'INRA qui est dédiée à la discussion des tendances et innovations en agriculture. Je souhaite la bienvenue à tous les participants de différents pays pour avoir pris le temps de participer à cette conférence et d'enrichir éventuellement le débat par leurs questions et commentaires. Avant d'avancer dans cette session, je demanderai à tous les participants via Zoom de mettre leur nom complet et leur affiliation à côté de leur identifiant en allant en bas de l'écran et en cliquant sur participant. Il y a une icône où c'est écrit participant. Puis, une fenêtre qui ressort les noms, il faut cliquer sur votre nom et ensuite renommer. Vous cliquez sur renommer et ajouter l'affiliation, s'il vous plaît. Alors, nous donnerons 5 minutes à tous les participants pour le faire qui ne sont pas identifiés. Ensuite, les collègues vont enlever tous les participants qui ne sont pas du tout identifiés. Je vous remercie de votre compréhension, c'est important pour nous. Ensuite, je remercie vivement notre conférencier, Dr Denis Laloué, pour avoir accepté notre invitation pour animer ce webinaire et de partager sa grande expérience et ses larges connaissances avec nous. J'aurai le plaisir d'introduire moi-même Dr Laloué et la thématique de ce webinaire. Dr Denis Laloué, ingénieur, docteur et HDR, je le connais, ça fait à peu près 4 années dans le cadre d'une collaboration qu'on a eue. Il est ingénieur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale, l'INRAE France, exactement à l'unité mixte de recherche génétique animale et biologie intégrative, GABI, qui fait partie de l'AgroParisTech, dans l'équipe génomique, biodiversité, bioinformatique et statistique, brièvement intitulée GIBS. Il est généticien quantitatif et biostatisticien. Il a conduit l'évaluation génétique en ferme des bovins allaitants jusqu'à l'année 2010. En plus, il a coordonné le projet Galimed. C'est un projet qui vise la caractérisation de la diversité génétique des bovins méditerranéens en lien avec l'environnement et le climat, dont il va présenter les résultats aujourd'hui. Il travaille actuellement sur des applications des analyses factorielles multivariées à la génétique et l'intégration de données. Avant de donner la parole à vous, docteur Laloué, j'aimerais mentionner certaines questions techniques. La conférence durera 30 minutes et la discussion durera environ 20 minutes. Pour la discussion, comme d'habitude, veuillez poster vos questions écrites via le chat sur Zoom et prière de ne pas attendre la fin de la conférence pour les poster. Vous pouvez poster vos questions en français ou en anglais. Alors, nous sommes impatients de vous écouter, docteur Denis Laloué, et d'en savoir plus sur ce sujet intéressant. Merci, docteur Benjeloun, de m'avoir invité. Je vais donc vous parler de l'adaptation au changement climatique des ruminants en Méditerranée et plus spécialement du projet Galimed, donc que j'ai coordonné. C'est un projet qui s'est déroulé de 2012 à 2014 et qui concernait donc la génétique de l'adaptation des bovins et des systèmes de production dans les pays méditerranéens. Ce projet avait comme moteur le fait, le changement climatique qui évidemment va avoir une conséquence sur le climat, mais également des conséquences sur le bétail, sur les troupeaux d'animaux domestiques, va augmenter l'importance des caractères d'adaptation dans l'élevage et donc va sans doute entraîner des modifications de ces pratiques à terme.
Et donc, l'idée du projet, c'était d'avoir une approche multidisciplinaire, combinant plusieurs disciplines, en particulier la génétique et l'analyse des systèmes d'élevage. Ça avait été financé par donc à l'INRAE, il y a un système qui s'appelle les métaprogrammes qui essaye de promouvoir justement ces aspects de transdisciplinarité. Donc, bon, je pense que vous le savez tous, on est dans une période où un changement climatique très important va avoir lieu. Et là, vous avez donc à l'écran une carte qui est issue du dernier rapport du GIEC paru en fin de l'année dernière, où vous voyez les zones qui vont être plus particulièrement impactées par des épisodes de sécheresse. Et on peut voir que la zone méditerranéenne, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, la zone Oui, je le vois. méditerranéenne est une des régions qui va être impactée par ce changement climatique. Donc, les objectifs, pour aller plus précisément, c'est d'avoir d'abord une vue globale de la diversité génétique des bovins en zone méditerranéenne, d'identifier les signatures de sélection et des pressions de sélection qui ont eu lieu lors de la sélection et de la différenciation de ces races, de ces populations, et analyser les pratiques d'élevage, en particulier en essayant de comprendre le point de vue des éleveurs. Alors, c'est un projet qui a regroupé beaucoup de pays, dont le Maroc avec le professeur Boujnan et l'INRA, également l'Algérie, l'Égypte, la Turquie, la Grèce, l'Espagne, l'Italie et la France. Et je dois en oublier. Donc, on a essayé de regrouper l'ensemble des pays qui bordent la Méditerranée, que ce soit au nord ou au sud. Donc, bon, ici, je vais passer rapidement. Donc, toutes les équipes qui participaient à ce projet, dont vous voyez le Maroc avec le professeur Ismaël Boujnan. Si on regarde un petit peu l'ensemble des races, des populations qui ont été incluses dans le projet, vous voyez qu'il y a donc deux races marocaines, Tidili et l'Oulmès, également des populations issues de l'Algérie, la Baladide en Égypte, et pas mal de races des pays de Méditerranée, excusez-moi, situés sur la rive nord de la Méditerranée, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la France. Et on a rajouté, en fait, pour faire un peu comme une sorte de population un peu extérieure, des populations françaises qui ne sont pas réellement dans la sphère méditerranéenne. Ici, une image de quelques races qui étaient incluses dans le projet. Donc, vous voyez, pareil, hein, donc, beaucoup de races à la fois de la Méditerranée du Sud et de la Méditerranée du Nord, et où on peut déjà voir une grande variété de phénotypes, de robes différentes concernant les différentes races qu'on peut trouver sur le bord de la Méditerranée. Donc, l'approche, c'est d'essayer de combiner à la fois une analyse génétique, donc conduite sur une vingtaine de populations, et où on a typé les animaux de 20 ou 30, on a essayé d'avoir 30 individus par race, sur des puces à 54 000 SNP, de façon à les caractériser génétiquement et essayer également de dégager des empreintes de sélection à partir de ces données. Également, croiser ces données-là avec des paramètres climatiques d'une part, et l'analyse des systèmes de production via des questionnaires simplifiés à destination des techniciens et des éleveurs,
ou des études plus détaillées concernant quelques races, donc 2 races situées au nord, qui étaient la race Maremana d'Italie et la, une race corse, et au sud, une population d'Égypte, la Baladie, et une population marocaine qui était la Tidili. Ici, je vous présente, c'est la vue, disons, globale de la diversité, des bovins, et pas seulement d'ailleurs des bovins méditerranéens. Donc, c'est une figure issue d'une analyse en composantes principales. Et l'idée, c'est de représenter donc sur un plan, sur cette figure-là, l'ensemble des individus qui ont été typés. Donc, en fait, chaque point est un animal et on regroupe les animaux d'une même population à l'intérieur d'une ellipse. On a colorié en rouge les individus qui étaient des zébus, en vert les individus des populations africaines subsahariennes, et en bleu les individus qui appartenaient aux races européennes. Donc vous pouvez déjà voir que l'ensemble des populations définissent un triangle, hein, où des trois côtés zébus, taurins européens, taurins africains, et que toutes les populations se regroupent à l'intérieur de ce triangle. On peut voir également qu'il y a une forte structuration qui va du sud au nord, et une autre structuration qui est définie par l'opposition entre les zébus et les taurins. Et il y a une forte donc structuration qui est d'une part liée à la géographie. Par exemple, si on regarde où se situent les races du Maghreb, on voit qu'elles sont en fait, comme le prédirait, disons, la situation géographique, entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. On peut voir également que certaines populations sont un peu décalées vers la gauche, montrant qu'il peut y avoir qu'il y a eu de l'infusion de sang zébu dans certaines populations. Vous voyez par exemple au niveau de l'Italie et de la Grèce, par exemple, vous avez une influence zébu sur ce type de population, qui est attesté en plus par des mouvements commerciaux qu'on a pu retrouver entre l'Inde et l'Italie, par exemple. Donc voilà, une première vue d'ensemble de la diversité génétique des bovins, qui peut se retrouver sur cette autre présentation. Donc ça, c'est une présentation qui est issue du logiciel Structure, qui est un logiciel extrêmement employé, et où chaque petit bâton représente également un individu. Les individus sont regroupés par race, et les couleurs représentent en fait la proportion de gènes qu'on considère comme étant issus soit des taurins européens, soit des zébus en bleu, soit des taurins subsahariens en vert. Donc on peut voir la première partie à gauche de l'écran, qui concerne particulièrement les taurins européens, avec donc évidemment beaucoup d'influence de la couleur rouge, qui montre que évidemment l'influence de cette origine-là est très importante, mais également on peut voir un peu de proportion de taurins africains en vert, voire de zébus en rouge. Après, si on se déplace, disons, au centre de la figure, on voit, donc ça concerne en particulier les zébus, qui donc évidemment sont à prédominance de 100 zébus. Et puis ensuite, on voit donc, en se déplaçant vers la droite, pour arriver aux races méditerranéennes du Sud, on voit donc une sorte de mixité, de mélange entre une influence européenne, une influence
africaine subsaharienne et également de temps en temps une influence bleue, c'est-à-dire de zébus. Donc une influence, disons, un mélange des différentes origines qu'on retrouve dans cette région-là. Si on va plus finement, sur vraiment les races qui étaient incluses dans cette étude, on retrouve une forte structuration géographique, hein, alors avec toujours, d'une part, disons, la Méditerranée du Sud avec le Maghreb, l'Égypte et Chypre, l'Europe plutôt de l'Est avec une partie de l'Italie, également la Grèce, et à gauche, disons l'Europe de l'Ouest, avec la France, l'Espagne et des régions italiennes de l'Ouest. Donc, une forte structuration géographique. Donc, à droite, vous avez ce qu'on appelle un color plot, c'est-à-dire une autre représentation de cette structuration, où les couleurs, en fait, représentent, plus les couleurs des points sont différentes et plus les races sont différentes génétiquement. Donc, une autre visualisation. Donc ça, c'est l'aspect lié à la génétique, à la différenciation génétique. Ici, on a regardé. Alors, c'était intéressant parce que, en fait, on a eu un problème avec la population biskra d'Algérie, qui, comme vous le voyez sur cette ACP, qui regroupe ici les races du Maghreb, les populations du Maghreb, Tidili, Oulmès, Sherfa, excusez-moi pour l'accent, la Biskra, donc race marocaine et algérienne, et en vert, on avait mis comme race extérieure des races françaises, soit des races des montagnes françaises, Montbéliard, Abondance Tarine, et la Holstein, qui est la race que vous connaissez tous, hein, des bovins laitiers très importante. Donc, on avait bien donc, on retrouve cette structuration en triangle, hein, qui est une structuration assez classique, hein, et avec une différenciation Maghreb-France, et avec un problème lié à la situation de la Biskra, qui, comme vous pouvez le voir, donc cette race en bleu, est à la fois très hétérogène et en fait très proche des populations européennes, avec une sorte de mixité entre les races montagnardes et les Holstein. Donc on s'est dit, tiens, il y a vraiment un problème avec cette race. Et en fait, quand on est allé plus regarder en fait, la façon dont elle avait été échantillonnée, on s'est aperçu en fait que cette population était loin d'être une population réellement locale, mais en fait une population qui était issue de croisements entre animaux européens. Par exemple, ici, cette vache, manifestement, a plus une tête de Montbéliarde qu'autre chose. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, on ne pouvait pas réellement l'inclure dans l'analyse parce qu'elle ne faisait pas réellement partie des races locales méditerranéennes. La bonne nouvelle, si on peut dire, c'était que les méthodes utilisées permettaient de repérer ce genre de choses. Alors ensuite, il a fallu récupérer des données climatiques, de caractériser le climat des pays méditerranéens. Alors j'espère qu'il n'y a pas de climatologue parmi vous parce que la présentation est faite par quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose au climat. Donc on est allé, disons, à l'essentiel. Et on a donc récupéré des variables bioclimatiques dans des bases de données qui s'appellent WorldClim, qui est une base de données donc ouverte, accessible à tous, qui est disponible sur Internet et qui propose pour chaque région de 10 km², si je me rappelle bien, qui propose une vingtaine de variables climatiques liées à la température, la pluie et également l'humidité. Et ces variables concernent soit les moyennes, donc vous voyez, il y a des moyennes annuelles ou des moyennes saisonnières, et également les aspects liés à l'amplitude.
les amplitudes thermiques soient annuelles, soit calculées sur une année complète, soit saisonnières, soit même diurnes, enfin quotidiennes. Donc on a récupéré toutes ces données et on a essayé de faire une caractérisation également à partir d'une analyse en composantes principales pour essayer de voir quelles étaient les variables les plus importantes pour définir le climat des régions qu'on étudiait. Donc, on a dégagé deux grands types de variables. Vous voyez, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type d'analyse, mais disons que le premier axe ici horizontal résume à lui seul 60% de l'information sur le climat, avec une grande opposition entre les précipitations ici, les précipitations annuelles, donc ici la précipitation annuelle, mais également les précipitations des saisons chaudes, c'est-à-dire des saisons les plus sèches en Méditerranée, et une opposition donc de la pluie avec la température. Donc on retrouve en fait à gauche la température moyenne et également la température du trimestre le plus chaud. Donc ça, c'est la première, disons, un premier résumé du climat méditerranéen, enfin de la variabilité du climat méditerranéen entre le nord et le sud, qui est résumé par la température et par la pluie, la chaleur et la sécheresse. Et une deuxième, donc sur l'axe vertical, on peut voir donc un deuxième groupe de variables qui représente, lui, 17% de la variabilité et qui est plus lié à la saisonnalité ou à l'amplitude. Donc on voit soit l'amplitude annuelle de la température, soit la température également, par contre, entre le jour et la nuit, l'amplitude thermique, et la saisonnalité des températures. Donc deux grands axes, hein. L'un, disons, les variables moyennes de température et de pluie, et l'autre sur les variations justement de ces températures. Et on peut regarder également l'association qui existe entre ce climat et la géographie, en particulier la latitude. Et on voit donc là, c'est en rouge sur l'écran, la latitude qui apparaît, disons, à droite du cercle, qui est donc très lié avec la température et la pluie. Bon, ce qui est logique, hein, plus on monte en latitude, hein, et plus la température baisse, et plus les précipitations augmentent. Par contre, il y avait peu de différenciation au niveau de la longitude. La position est-ouest n'intervient pas énormément dans le climat. Donc voilà, donc là une représentation du climat avec le même système que je vous ai expliqué tout à l'heure, où on revoit donc en fait en haut, au nord, des races en rouge, différenciées des races du sud, enfin du climat du sud, plus en vert, montrant donc, visualisant d'une autre façon la différenciation qui peut exister au niveau du climat. Là, à partir de là, donc la première chose consistait à se dire, mais comment on peut combiner donc l'environnement résumé par le climat avec la structuration génétique. Donc, on a utilisé une méthode qui s'appelle l'analyse de co-inertie, qui en fait essaye de trouver les ressemblances entre justement deux groupes de variables et de les visualiser au moyen
au moyen d'une carte factorielle. Donc, si je vous explique, on arrive à mettre ensemble, en fait, sur la même figure, à la fois ce qui concerne le climat. Donc ici, chaque population est, au niveau climatique est définie et visualisée par un carré, par une étiquette. Donc, par exemple, ici, euh, l'Oulmès ici est situé, par exemple, près de la Tidili, de la Biskra, de la race de Chypre, de la Baladie, montrant bien qu'au niveau du climat, il y a une cohérence avec également la, la géographie. Et au niveau génétique, c'est les flèches. Donc on peut voir en fait la différence qui existe entre la géographie et la génétique au moyen de la longueur des flèches. Donc, en règle générale, les flèches ne sont pas extrêmement longues, ce qui montre qu'il y a quand même une certaine cohérence entre les informations génétiques et les informations climatiques, ce qui est résumé par le coefficient ici que vous avez en bas de 0,30, qui est une sorte de corrélation, qui est une corrélation entre les deux groupes de données. Et par contre, on peut retrouver, si vous vous intéressez à la Biskra, qui est au niveau climatique, qui est en bas à droite de la figure, qui est située dans le groupe des races maghrébines et du sud. Par contre, si on voit où se situe la flèche, on s'aperçoit qu'elle est dans le groupe des populations européennes, remontrant ainsi qu'il y a, disons, comment on peut dire ça, une inadéquation entre, disons, la génétique de cette population et sa position géographique et climatique. Donc ça, c'était une première analyse, disons, un peu globale. Ensuite, on est allé un peu plus précisément dans l'étude des associations climat et génétique au moyen de méthodes plus sophistiquées qui essayent d'identifier les locus liés à l'adaptation. Donc, c'est des systèmes qui calculent des corrélations entre les variables climatiques ou environnementales d'une part et les fréquences alléliques calculées sur chaque locus des SNP. Je vous rappelle qu'on a fait donc un génotypage sur des puces à 50 000 marqueurs, 54 000 marqueurs plus exactement. Et donc pour chaque marqueur, on a calculé, disons, une corrélation entre la fréquence de ce marqueur et les variables liées à l'adaptation, les variables climatiques, en essayant de bien séparer ce qui est lié à l'adaptation et l'aspect géographique. Vous avez vu qu'il y avait une grosse structuration géographique, donc qui peut être, et on peut considérer dans ce cas-là que la différenciation des populations est peut-être liée simplement à un phénomène d'isolement géographique sans être réellement lié à l'adaptation. Donc ces méthodes-là prennent en compte cet aspect de confusion entre les aspects adaptation en tant que tel et géographie. Et donc, si on voit là, les différentes figures, donc chaque ici, en fait, c'est des Manhattan plots, c'est-à-dire qui représentent en fait l'ensemble des 50 000 marqueurs disposés suivant leur position sur le génome et sur les chromosomes. Donc, chaque chromosome est colorié dans des couleurs différentes. Et puis, les points, en fait, représentent l'importance de l'association entre le marqueur et la variable considérée.
Donc ici, par exemple, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez sur le chromosome 8, par exemple, un marqueur en gris qui est situé très haut sur la figure, montrant qu'il y a une grande association entre ce marqueur-là et la variable THI. Alors la variable THI, que je ne l'ai pas introduite, c'est un index température liant en fait la température et l'humidité, est censé être donc une variable qui résume donc à la fois la température et l'humidité, et qui est souvent utilisée pour étudier un peu les variations climatiques en lien avec l'élevage ou les sensations, la sensibilité que ce soit des êtres humains ou des animaux aux variations climatiques. Mais vous avez également au milieu les mêmes types de, de représentations, mais liées à la température à moyenne annuelle, ou en bas, liées à la température annuelle. Donc voilà, donc on a fait ce travail pour l'ensemble des variables climatiques que je vous ai brièvement introduites tout à l'heure. Et on a retrouvé, donc ça, vous pouvez le trouver dans le papier qui a été issu du projet que j'ai mis dans la bibliographie après. Donc on a pu mettre en évidence des empreintes de sélection, footprints of selection, qui étaient associées, des régions particulièrement différenciées, associées à des phénotypes ou à des covariables climatiques. Donc, je ne vais pas vous détailler l'ensemble. J'ai reproduit ensuite, disons, les grands résultats. Mais on voit donc qu'il y a plusieurs régions qu'on a pu mettre en évidence associées au climat ou à la morphologie ou à la pigmentation des animaux. Donc, si on regarde très rapidement quels sont les gènes candidats qu'on a pu associer aux variations climatiques, on voit qu'il y a des gènes qui sont associés au cancer, à la résistance au cancer, à des aspects liés à la pigmentation, à des aspects liés aux variables sanitaires, à la résistance aux maladies, et également au développement du système nerveux. En d'autres termes, ce sont des gènes qui sont liés d'une part à la régulation thermique des animaux, à leur comportement, à des aspects liés au système nerveux, et également des gènes liés à la morphologie. Et on sait que la morphologie peut être associée au climat dans la mesure où, en général, les animaux de petite taille sont plus adaptés à des climats chauds et secs. Donc voilà, résumé très rapidement, les premiers résultats de ce projet. Ensuite, donc il y avait tout un aspect lié à l'élevage, aux pratiques d'élevage. Alors je suis moins à l'aise sur cet aspect-là parce que c'est pas du tout ma spécialité. Mais donc ce qu'on voulait connaître, c'était comment les éleveurs percevaient les problèmes liés au changement climatique. Qu'est-ce qu'ils considéraient comme étant les caractères les plus importants pour faire face à ce changement climatique. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, on a fait un questionnaire à destination des gestionnaires des populations, et également, dans certains cas, des interviews dits semi-structurées avec des éleveurs, c'est-à-dire des interviews où il y a des questions ouvertes qui permettent aux éleveurs de pouvoir s'exprimer plus librement sur les aspects qui les intéressent. Alors, cet aspect-là a également donné lieu à des papiers, en particulier sur les populations égyptiennes, où on a pu voir, quand on regarde ce qui ressort à la fois des interviews avec les fermiers et avec les experts, que ce qui est important, c'est les aspects liés au comportement, à la résistance, que ce soit à la chaleur
ou aux maladies, et des aspects liés également au fait que les animaux n'ont pas besoin de grand-chose, n'ont pas des demandes extrêmement importantes en termes d'alimentation. Et également des aspects liés à l'autonomie des animaux pour trouver leur nourriture. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qui a permis de dégager ce projet? C'est d'une part de caractériser les systèmes de production des bovins locaux qui sont liés d'une part à la mise en avant des aspects liés à la résistance, que ce soit aux maladies ou à la chaleur et à la sécheresse. La résistance également ou la résilience liée à la sous-alimentation et à des conditions difficiles. L'utilisation de zones spécifiques, alors ça c'était en Corse par exemple, où l'un des grands intérêts des populations de races locales est lié à l'entretien des paysages. On a mis en évidence donc une grande diversité génétique de ces races-là, une grande structuration liée à une covariation entre la génétique et l'environnement. Et on a enfin proposé donc des gènes candidats qui étaient associés à la pigmentation, à la morphologie et au comportement. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait, qui commence à dater maintenant. Bon, quoique les papiers sont sortis relativement récemment. Et donc, quel est l'intérêt de ce type de résultat? C'est que d'une part, on peut utiliser les gènes ou les marqueurs qui ont été mis en évidence dans ce type de projet en les utilisant en sélection génomique, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut, faire une puce en mettant l'accent spécifiquement sur des marqueurs qui ont été identifiés dans ces projets-là et qui peut-être n'auraient pas été mis sur la puce dans le cas contraire, et de les utiliser après dans le cadre de la sélection classique. Donc ça, il y a un papier de Ben Ives sur le sujet que je vous ai mis en bibliographie. Il y a également des aspects un peu nouveaux qui sont ce qu'on appelle la vulnérabilité génomique, qui est d'essayer de voir dans quelle mesure les populations peuvent s'adapter aux futures conditions climatiques telles qu'elles sont projetées, par exemple avec le GIEC ou des études de ce type-là. Donc on regarde le génome des individus, on fait une analyse génétique des individus, on les combine avec ce qu'on sait dû au climat actuel et également avec ce qu'on peut projeter en termes de climat futur. Ce qui permet de voir un peu si on peut considérer que les populations vont être adaptées aux évolutions climatiques ou pas. Ou est-ce qu'on peut proposer de la migration ou peut-être du croisement qui permettrait aux populations futures d'être mieux adaptées. Et donc, il y a un papier qui est paru et, en fait, et qui utilise un exemple lié aux chèvres marocaines, également que j'ai mis dans la biblio. Et enfin, des aspects plus généraux qui consistent à se demander on a beaucoup la génétique quantitative et la sélection génétique, c'est surtout, jusqu'à maintenant, la sélection du meilleur animal qui correspond le mieux à des objectifs de sélection précis. Et on peut se demander aujourd'hui si, plutôt que d'essayer de sélectionner le meilleur animal, quel que soit l'environnement dans lequel il évolue, est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de réfléchir à un type de sélection dit de groupe, où on aurait une sorte de portefeuille d'animaux, enfin un ensemble d'animaux différents les uns avec les autres, mais qui, ensemble, pourraient réagir à des climats, enfin à des environnements un peu hétérogènes, c'est-à-dire
un animal particulier produirait mieux dans telles conditions, et puis si la condition évolue au niveau de la saison, par exemple, ce serait un autre animal qui aurait une meilleure capacité pour produire dans dans cet environnement-là, et donc quitter un peu l'idée de l'idéotype et de passer donc plutôt à un groupe d'animaux qui seraient plus adaptés à des environnements hétérogènes. Voilà, donc ici la bibliographie, les différents articles que j'ai cités. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolé, j'étais peut-être un peu long, mais Non, non, pas du tout. Merci, docteur Laloué, pour cette riche présentation. Euh, et je vous remercie aussi pour le respect du temps. Vraiment, c'était parfait. Donc, on commence la discussion. Pour le moment, je ne vois pas de questions sur le chat. J'aimerais mentionner que vous pouvez aussi, pour les participants, que vous pouvez intervenir directement, oralement, en levant la main électronique sur Zoom. Il y a aussi cette possibilité. En attendant des questions des participants, je poserai peut-être une question liée à ce que vous avez mentionné dans les perspectives. Vous avez mentionné l'utilité, par exemple, des signatures de sélection liées à l'adaptation dans les programmes de sélection génomique. Vous qui êtes expert dans la sélection, la génétique quantitative, comment vous voyez, vous pouvez nous dire un peu plus sur les détails techniques, comment introduire un peu sur ces aspects, ces informations très intéressantes et qui sont très utiles dans le contexte de ces changements climatiques que nous vivons, dans les programmes de sélection génomique. c'est quelque chose qui a été fait en Australie et également en Espagne. C'est-à-dire que dans la sélection génomique, c'est basé en fait sur, sur ce qu'on appelle des équations de prédiction, enfin des formules de prédiction, c'est-à-dire que pour sélectionner les individus, donc on connaît leur génotype, hein, on connaît donc les allèles à chacune des positions de la puce, et on attribue un poids particulier, une pondération particulière à chaque allèle. D'accord? Et donc, si on veut agir plus spécifiquement sur des aspects liés à l'adaptation, eh bien, on va agir sur la pondération liée aux régions génomiques qui ont été mises en évidence dans ce type d'études. Alors, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est toujours assez difficile à mesurer, l'adaptation au climat ou à l'adaptation à l'environnement dans un sens plus général. C'est beaucoup plus difficile à mesurer ce type de caractère que de mesurer le poids d'un animal, par exemple. Donc, avec ce système-là, ça permet, si vous voulez, de pouvoir agir directement sur ces régions qu'on sait liées à l'adaptation. Ouais. Donc, c'est d'agir, si vous voulez, sur la forme des équations de prédiction génomique. Donc ça a été fait, je vous dis, dans l'article de Ben Ives, il explique un peu comment on fait, et ça a été repris en Australie et également, je vous dis, dans des pays d'Europe du Sud, tels que l'Italie ou l'Espagne, où également, eux, ils commencent à être très, très préoccupés par ces aspects-là. En France, moins. J'ai une question de mademoiselle Nora Al-Khalfaoui de l'INRA Maroc. Elle veut savoir quelles sont les races qui présentaient des allèles qui sont liés à la résistance, quoique vous n'avez pas étudié la résistance aux maladies, mais
elle est intéressée par les gènes, les allèles liés à la résistance aux infections, immunité. Et, et si s'il n'y en a pas, parce que je sais que vous n'avez pas travaillé sur la résistance aux maladies, quelles sont les races qui présentent ces avantages un peu sélectifs pour la résistance aux conditions environnementales qui sont un peu contraignantes? Alors, ce qui a été mis en évidence, c'est des gènes qui étaient liés à la résistance à l'anthrax. Et donc, très curieux, enfin, et donc un gradient également nord-sud où la résistance aux maladies des populations locales du Sud, pour parler vite, était liée en particulier à cet aspect de maladies liées à l'anthrax. D'accord, c'est plutôt les races du Sud, finalement. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. D'accord. Les gros gradients, en fait, les gros gradients de différenciation sont principalement entre le nord et le sud. D'accord. Et, et donc, ça, c'est dans le papier de Laurence Flory. Euh, les aspects qui ont été retrouvés. Ça, c'est un peu le problème de ce genre d'approche, c'est que vous trouvez donc des marqueurs liés à la sélection, liés où il y a des empreintes de sélection, et tout le travail après d'interprétation consiste à voir le lien qu'il peut y avoir entre ces marqueurs-là et ces fameux gènes candidats et d'essayer de comprendre pourquoi en fait ces zones génomiques sont soumises à sélection. Il y a Boumzaout Alwa de l'université Souk Ahras en Algérie. Elle a parlé, il se demande pour la race Biskra d'Algérie, est-ce que c'est une population locale? Ah non, 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 pas du tout. C'est ce que j'ai essayé de montrer. C'est en fait, c'est une population qui a été extrêmement croisée, en particulier avec des populations montbéliardes, abondance, tarines. Euh, il y a eu beaucoup d'importations en Algérie du temps de la colonisation de ces races de montagne françaises. Et il y en a eu même un petit peu après. Et cette race-là était, enfin, pour parler clairement, ça a été une erreur qu'on a faite de l'inclure dans l'étude, parce qu'on s'est dit, voilà, elle est localisée dans le sud, enfin, pas dans le sud de l'Algérie, mais disons aux portes du désert, donc elle va être très intéressante. Et puis on s'est rendu compte, après le génotypage, on a commis l'erreur de ne pas regarder plus en avant, on s'est rendu compte que cette race-là, justement, n'était pas une race locale. D'accord. Il y a une autre question d'Absamad Mazour de l'université Al-Husima, FST Al-Husima, en relation avec les changements climatiques génétiques. Est-ce qu'il y a actuellement des cas enregistrés parmi les ruminants qui ont subi des mutations liées à l'augmentation de température, surtout dans la zone méditerranéenne? Je pourrais pas vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que donc il y a les études là, de Rocha là, que j'ai mentionnées à la fin, ont travaillé sur des populations, disons, de la même, considérées de la même race. Et où là, en fonction du climat, on a pu montrer des gradients génétiques liés au climat, au Maroc en particulier, au niveau du nord-ouest, hein, si je ne me trompe pas, par rapport aux autres régions, et il y a également la sécheresse. Donc pour l'instant, on n'a pas, enfin, à ma connaissance, on n'a pas trouvé de mutations récentes liées au changement climatique. Par contre, on a maintenant bien documenté, je pense, les variations génétiques liées aux variations du climat actuel. D'accord. J'ai une question euh, qui est liée au dernier concept que vous avez mentionné.
idiotype versus idiomix, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a des programmes, par exemple, de gestion, de breeding, qui ont commencé à prendre en considération ça? Je parle des programmes qui sont en marche Non, pour le non, non. moment. Pas On à ma sait bien connaissance. que c'est une importance. Ouais, voilà, le concept, ça revêt une importance capitale. Donc, il n'y a pas de programme pour le Non, moment. non, c'est quelque chose, on veut, on veut entamer des programmes de recherche là-dessus, parce que ça, on considère, nous, dans l'équipe, en particulier avec Michel Boichard, que c'est vraiment un aspect extrêmement important aujourd'hui de travailler. C'est développé en plantes. En plantes, les plantes sont beaucoup plus avancées sur ces aspects-là que nous, en animal, et considèrent en effet ces aspects d'idéomix en mêlant des populations avec des aptitudes différentes pour répondre justement aux variations environnementales. Oui, d'accord. Euh, il y a une question qui a été posée deux fois par M. Jamel Sdrati de l'Algérie, euh, qui veut avoir des informations sur la race Biskra. Lui, je ne sais pas, sa question, je ne l'ai pas compris. En tout cas, on travaille sur les bovins et on travaillait sur les bovins, pas sur les ovins. Parce qu'il la confond avec la race Oulad la race ovine. Ah oui, non mais encore une fois, alors s'il veut des renseignements plus précis, c'est ma collègue Nadjet Bouchaba qui avait travaillé plus spécifiquement sur ces aspects-là. Donc moi je l'invite à aller à l'université d'Oran et je l'invite à prendre contact avec elle. Il y a eu des travaux qui ont été menés et qui ont été menés sur les ovins, hein, un peu similaire à ce que je vous ai présenté sur les bovins. Il y a des travaux qui ont été menés dans le cadre, je n'ai plus le nom du projet en tête, mais sur les ovins du Maroc, il y a eu des travaux. Il y a également donc, le fameux papier là, de Rocha sur les chèvres. Donc, il y a beaucoup de projets qui. Je sais que c'était mon collègue italien Ajman Marsan qui devait coordonner ce type de projet, enfin qui devait, éconogène, hein, je crois que c'est un projet éconogène sur les caprins en particulier, si mes souvenirs sont bons, qui travaille sur ces aspects-là. Non, non, il y a pas mal de projets qui se déroulent un peu sur ces aspects et cette problématique. D'accord. Alors, il y a Semara Lounis, docteur Semara Lounis, de l'Université de Borj en Algérie. Euh, Elle se demande est-ce qu'il est important d'agir sur la composante animale via le programme de sélection ou bien sur les systèmes d'élevage et de production, notamment pour les pays de la rive sud de la Méditerranée comme l'Algérie. Ouais, c'est difficile à répondre comme question. Très honnêtement, je suis pas assez spécialiste c'est un peu les. Non, je peux pas vous répondre. Euh, il y a Alawa Boumezawet, l'Université Souk Aras d'Algérie. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir qui s'intéressent aux populations caprines? Je vous dis, il y a donc eu Éconogène. En ovin, il y a vous la connaissez bien, hein, il y a un projet en cours, Scalamédie. En caprin, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais qu'en ovin, il y a des choses. En caprin, il y a eu des choses. Il y a peut-être encore des choses qui se font. Actuellement, je ne suis pas en mesure de vous répondre.
il y a Farag Aziza. Est-ce que les variations climatiques incluses dans cette étude étaient par rapport à la saison? Donc, ce que j'avais indiqué, hein, c'est que dans les variables climatiques qui ont été prises en compte, il y avait dans la base de données Bioclim, vous avez des variables qui sont sur l'année et vous avez également des variables saisonnières, c'est-à-dire qui vont être les moyennes du trimestre le plus chaud, enfin de la saison la plus chaude, de la saison la plus froide, etc. Et ce qu'on avait mis, disons, en évidence en résumant le climat, c'était qu'en effet, la plus grande partie de la variabilité climatique était due à des moyennes, à la, à la valeur moyenne de la température de la pluie, et qui avait une part un peu moins importante, dirons-nous, de l'ordre de 20%, qui était due aux amplitudes soit saisonnières, soit quotidiennes. Mais en tout cas, l'ensemble de ces variables climatiques peuvent être prises en compte. Oui. Alors, ça revient, parce qu'il y a Stéphane Genji, qui est agronome en Belgique. Il se demande est-ce qu'il y a des races qui s'adaptent mieux au changement climatique que les autres? C'est-à-dire, moi, je lis ça à une question qui est est-ce que les signatures de sélection que vous avez trouvées sont liées aux races ou bien tout était, c'est-à-dire tous les allèles bénéfiques où il y a une signature de sélection bénéfique se trouvaient dans toutes les races, dans plusieurs races, etc. Ah, ça, en fait, c'est un vrai souci parce que euh, le souci, c'est que je pense qu'en effet, quand on travaille sur un projet qui inclut plusieurs races, on a toujours du mal disons, à enlever la confusion qui peut exister entre ce qui est propre à la race et ce qui est propre à l'adaptation qu'elle a pu avoir. Je ne sais pas si je suis extrêmement clair. Tout ça pour dire qu'en effet, il y a des allèles. On voit ça même au niveau dans d'autres cas, hein, quand on s'intéresse au QTL de production. Je sais pas moi, dans les races bovines à viande françaises, on s'aperçoit que ça peut ne pas être les mêmes QTL qui sont associés à la production de viande, par exemple. Mais là, disons, c'est des études qui essayent justement de se libérer de cet aspect, disons, racial. Et justement de considérer les SNP, les marqueurs, indépendamment des races qui les posent. Donc c'est un peu l'idée, c'est de dire, on a quand même des marqueurs qui sont multiraciaux, enfin qui ne sont pas liés à la race. Euh, il y a une autre question. Est-ce que vous connaissez des liens qui se trouvent entre les microbiotes et les gènes AQTL d'intérêt zootechnique? C'est une question très très générale. Hein. C'est des Ouais. aspects qui sont très sur lesquels on travaille énormément actuellement, justement. Mais là, je peux pas vous en dire plus, enfin, qu'une réponse très générale. Qu'en effet, oui, il y a des liens entre le microbiote et puis la génétique en tant que telle. Hein. D'ailleurs, on voudrait un peu bâtir des programmes et des calculs d'évaluation génétique liant, disons, euh, l'aspect génétique classique au microbiote. C'est des choses qui sont en cours également. Je poserai peut-être une dernière question qui est un peu technique. Est-ce que, parce que vous avez utilisé une puce à 54 000 SNP, on sait que actuellement, bon, c'est une densité qui est considérée qui est moyenne, plutôt faible par rapport aux études qui recherchent les signatures de sélection. Euh,
qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas améliorer un peu la résolution avec les progrès technologiques euh, qui ont eu lieu, c'est-à-dire en utilisant les génomes complets, etc., pour rechercher ces signatures de sélection? Est-ce qu'il y a des projets qui ont étudié les mêmes populations, les mêmes races? Euh, alors, je ne pourrais pas vous répondre précisément. Je sais qu'il y a des projets, en effet, qui utilisent les génomes complets pour étudier la diversité génétique. Euh, Après, justement, c'est un peu l'intérêt de ces premières approches, d'essayer de se dire, même avec une puce, disons, moyenne densité comme celle-ci, si on l'enrichit avec des marqueurs qu'on connaît, qui sont intéressants, ça peut être un bon compromis pour travailler quand même avec des puces pas trop chères, quoi, parce que c'est un peu ça le souci aussi. Les puces 54K, elles sont peu onéreuses par rapport à des puces plus importantes. D'accord. C'est une autre question technique. Quelle est la procédure que vous avez utilisée pour l'analyse co-inertie génétique climat? Alors ça, c'est des méthodes qui sont implémentées dans le logiciel R. Je vais vous l'écrire là. C'est dans le logiciel R, package ADE4, et c'est une fonction qui s'appelle coinertia. Mais si la personne est intéressée, si elle a envie d'utiliser ce type de méthode, elle peut me contacter directement. Parfait. Alors, il y a juste une dernière question, c'est la dernière. Il y a Frag Aziza qui demande est-ce que WorldClim apporte une bonne précision de l'histoire des variables climatiques? Alors, logiquement, WorldClim a recueilli les données climatiques sur, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais au moins sur une vingtaine d'années, hein, voire 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les variables, disons, recueillies actuellement, mais également tout un historique recensé depuis pas mal d'années. Oui. Et c'est une base de données qui est beaucoup utilisée, hein. Ouais, ouais. Alors, moi, je ne suis pas climatologue, donc je suis incapable de vous dire si c'est les variables les plus pertinentes qui existent, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est une base de données extrêmement utilisée. Ben, on arrive à la fin de cette session de discussion. Je vous remercie, docteur Laloué, pour toutes les précisions, toutes les réponses et aussi pour la présentation très claire. Je remercie aussi les participants pour leur patience et aussi les participants qui ont posé des questions pour leurs questions pertinentes. Euh, on arrive vers la fin de cette session de webinaire, de ce webinaire. J'aimerais signaler qu'en quittant le webinaire sur Zoom, vous recevrez un questionnaire, en fait un court questionnaire de 3 questions pour connaître votre évaluation de cette série de webinaires. Merci à tout le monde de bien vouloir remplir ce formulaire. Il sera très utile. Dans ce formulaire, dans ce questionnaire, il y a aussi une case pour demander les attestations de participation à ce webinaire pour ceux qui veulent avoir ces attestations. Donc, c'est la seule façon de les demander. Il faudra les demander via ce questionnaire. Docteur Denis Laloué, vous voulez ajouter quelque chose avant de quitter cette session? Non, non, juste vous remercier pour l'invitation et pour les questions qui étaient extrêmement intéressantes. Malheureusement, je n'ai peut-être pas pu répondre aussi précisément que vous auriez pu le souhaiter à certaines questions. Mais en tout cas, c'était extrêmement intéressant. Et je vous remercie de votre attention. Merci, docteur Laloué, et merci à tous les participants qui ont participé aujourd'hui. J'aimerais également remercier mes collègues du comité d'organisation, Bouteina Abidou, Atman Batar, Tirazi,
Abdelaziz Yassri, et aussi le comité scientifique de la série de webinaires de l'INRA pour leur contribution essentielle à la réalisation de cette série de webinaires. Le prochain webinaire aura lieu dans un mois. Je vous donne rendez-vous dans un mois, voilà, dans 4 semaines, avec une nouvelle conférence. Et merci à tous et au revoir. Au revoir.